Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Andoise, dans la maison de la Fondation Pierre Fabre. Nous sommes ici dans le Tarn, dans le sud-ouest de la France. J'ai le plaisir d'ouvrir la 5e conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, créée en 2016 avec le soutien toujours actif de l'Agence française de développement et de l'Agence universitaire de la francophonie, que je remercie. Dans le contexte actuel de l'épidémie mondiale de Covid-19, des restrictions de déplacement, des fermetures de frontières, si nous avons pu maintenir le travail de veille, d'enquête, d'analyse de l'Observatoire, c'est parce qu'il nous apparaît d'autant plus essentiel en cette période de crise. Et bien sûr, en adaptant nos pratiques et en nous appuyant encore davantage sur les possibilités du digital. Nous avons fait évoluer le format de cette conférence vers une combinaison de présentiel et de distanciel. Un présentiel, comme vous pouvez le voir, régi par un protocole sanitaire strict et des invités en nombre limité. Un distanciel avec des moyens de communication renforcés permettant de dialoguer à distance avec 10 de nos intervenants et un public nombreux qui nous suit grâce à la diffusion en direct sur les réseaux sociaux et sur Internet. L'Observatoire travaille toute l'année pour repérer, documenter les initiatives e-santé en Afrique et en Asie qui permettent d'améliorer concrètement l'accès aux soins des populations et en particulier des populations les plus démunies. À ce jour, plus de 160 initiatives de 80 pays différents sont répertoriées sur la base de l'Observatoire, qui, je le rappelle, est en accès libre sur le site odes.io. Et 34 d'entre elles ont été distinguées par les prix de l'Observatoire, dont les 5 lauréats qui seront mis à l'honneur aujourd'hui. À chaque fois, ce sont des solutions concrètes, implémentées sur le terrain, répondant à des besoins essentiels de santé. Notre objectif est de contribuer au développement de ces solutions, mais aussi de leur écosystème, en favorisant la dissémination des connaissances et des meilleures pratiques, et en plaidant pour l'alignement des solutions innovantes avec les priorités de santé publique. Cette année, cette pandémie a préempté l'agenda mondial de la santé et le nôtre. Nous avons, depuis le printemps, particulièrement suivi et étudié le développement et l'adoption des initiatives numériques dans le cadre de la riposte sanitaire. Et ce sera aujourd'hui le cœur des débats et des échanges. Pour comprendre les leçons des crises sanitaires passées, prendre la mesure du rôle des technologies dans la bataille actuelle et leur potentiel de transformation des systèmes de santé. Avant de passer la parole successivement à M. Pierre Kempf, qui représente l'AFD, et le professeur Slim Kalbous, recteur de l'AUBF, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Kempf, je travaille à la division santé et protection sociale de l'Agence française de développement et j'assure le point focal des questions numériques pour la division, un peu transitoirement en l'absence de ma collègue Anne Roosevelt, que seul un événement heureux pouvait empêcher d'être là aujourd'hui parmi nous. Ce matin, c'est avec un très grand plaisir que je partage ces quelques mots d'introduction à cette journée. Une journée dédiée au numérique en santé. Je ne peux me résoudre d'utiliser le mot santé numérique, qui est une traduction que je trouve très mauvaise de e-santé, puisque la santé ne saurait être numérique, à part celle des robots, bien évidemment, mais ce qui nous lie aujourd'hui, c'est bien le vivant. Je souhaite d'abord remercier très chaleureusement notre hôte, la Fondation Pierre Fabre, et particulièrement sa directrice générale, Madame Garrett. Je mesure particulièrement cette année le chemin qu'il a fallu parcourir, les angoisses, les inquiétudes, les incertitudes qu'il a fallu lever jusqu'à ce qu'aujourd'hui cette journée puisse se tenir. Et à l'évidence, c'est une réussite, donc un grand merci à toute l'équipe. Au-delà de ce temps d'échange, comme vous l'avez rappelé, c'est aussi une journée qui permettra de mettre à l'honneur un certain nombre de projets, un certain nombre d'innovations qui ont été soigneusement choisis par la Fondation. Et je souhaite tout particulièrement féliciter leurs concepteurs, leurs réalisateurs, leurs sponsors, parce que, comme vous le verrez, ces innovations sont tout à fait passionnantes.
La crise du Covid est omniprésente dans nos préoccupations, dans nos discours, dans le discours de nos élus. On l'a vu encore hier. Peut-être qu'on aimerait passer à autre chose, mais aujourd'hui, il paraît difficile de ne pas en dire quand même quelques mots. La crise a été mondiale. L'ébranlement des systèmes de santé, soyons humbles et lucides, l'a été aussi, dans les pays du Nord comme du Sud. Mais pour nous, sensibles aux enjeux numériques, cette crise a, me semble-t-il, allumé une lumière à l'horizon. Une lumière qui va définitivement et durablement démontrer l'intérêt, la pertinence, l'utilité des outils numériques dans le sanitaire et plus généralement dans la gestion de situations comme celle que nous avons vécues. Peut-être pointer les trois aspects qui sont apparus plus clairement pendant cette crise autour des outils numériques. Bien sûr, la question de la gestion des données épidémiologiques et l'ensemble des sujets qui connexes, mais aussi des questions de gestion opérationnelle, puisque la crise a nécessité de la coordination des soins, de la prise de rendez-vous, de l'interaction entre les professionnels, de la remise de résultats dans des configurations extrêmement différentes, donc une gestion très opérationnelle, et puis aussi tous les outils d'information, de prévention, d'alerte auprès du public. Mais évidemment, cette crise a montré combien la route était longue et semée de quelques difficultés. Face à ces difficultés, peut-être trois points qui me semblent plus particulièrement importants de souligner aujourd'hui avec vous. En premier lieu, un cadre politique permettant de structurer l'écosystème du numérique. Malgré l'apparente agilité du véhicule numérique, son développement doit ici coïncider avec l'ensemble de l'écosystème et notamment tout le cadrage des politiques publiques. Il faut que ces politiques publiques soient incarnées par des gouvernements, des gouvernants, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau des organisations mondiales, qui, bien au contraire de brider le développement, doivent créer tout l'espace le permettant son développement. Parce qu'il ne peut y avoir de développement éthique, moral, juste, sans un cadre structurant. Bien sûr, des bailleurs de fonds, et en ce sens, l'AFD finance de plus en plus de projets dans les domaines numériques, que ce soit des infrastructures, des plus techniques, à l'accompagnement de transformation auprès des utilisateurs finaux. Pour ce faire, l'AFD dispose de plusieurs outils, des accompagnements personnels d'entrepreneurs, du financement en capital de développement via notamment notre filière Proparco dédiée au secteur privé, le financement d'amorçage de projets, une plateforme d'entrepreneurs Digital Africa ou le financement de projets directement, je dirais, classiques, des projets de développement dont l'objet est principalement le développement numérique. Et puis le troisième point, et c'est certainement la journée d'aujourd'hui qui le symbolise le mieux, c'est la question du collectif, du réseau. C'est évidemment ce collectif que vous représentez aujourd'hui ici et partout dans le monde à distance, qui constitue notre essence, notre énergie à avancer dans le développement du numérique. Et encore une fois, félicitations à la Fondation et à d'autres acteurs qui œuvrent en ce sens. Et l'AFD est fière d'apporter sa petite pierre à l'édifice dans cette dynamique du collectif. Disons que cette année, nous avons renouvelé le contrat de la convention de partenariat avec la Fondation et que Madame Garrett et ma collègue Perrine Bonvalet, cheville ouvrière de cette convention, en soient remerciées. Avant de terminer définitivement ces quelques mots, peut-être dire ce qu'est l'AFD, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc l'Agence française de développement, c'est un établissement public de financement du développement. On intervient dans 109 pays et à titre d'exemple, en 2019, nous avons financé un peu plus de 1000 nouveaux projets pour environ 14 milliards d'euros d'engagement.
Ces projets sont bien sûr dans tous les domaines d'activité, que ce soit le secteur privé, le secteur de l'énergie, le secteur du développement urbain, de l'eau, l'assainissement, la gouvernance, la santé, la protection sociale, l'éducation, etc. Et elle s'est décomposée en termes de type d'appui, environ pour 5 milliards d'euros en prêts aux États, pour 5 milliards d'euros environ aux prêts aux entreprises et aux collectivités publiques, 2,5 milliards en subventions directes à des projets, et enfin, c'est un peu plus technique, en 1 milliard d'euros en ce qu'on appelle des garanties et des participations. Voilà. 50% de ces financements concernent l'Afrique, donc la question du développement africain est une question centrale pour l'AFD. Je ne vous en dis pas plus. Je renouvelle encore une fois mes remerciements à l'ensemble des acteurs qui permettent à cette journée d'arriver, particulièrement la Fondation, et je vous souhaite une très belle journée d'échange et de partage. Merci. Monsieur Slim Kalouous, peut-être, pour introduire également cette journée. Merci beaucoup. Merci de permettre à l'AUF de participer à cet événement. L'AUF est partenaire de la Fondation Pierre Fabre depuis bien longtemps. Et particulièrement pour l'Observatoire de la e-santé, on a été partenaire depuis le début. Et j'espère encore pour longtemps. Et on est particulièrement heureux de voir que ce petit projet qui a démarré au départ aujourd'hui devient une plateforme de référence dans le domaine. Et nous en sommes très fiers. Alors peut-être 2 mots pour vous présenter l'AUF, sans être très long. Ensuite, quelques exemples d'actions que nous faisons dans le domaine de la santé et du numérique. Nous ne sommes pas une organisation spécialisée dans la santé, mais nous avons beaucoup d'actions dans le domaine de la santé éducative, universitaire et dans le domaine de la recherche. Et puis enfin, quelques mots, je finirai par quelques mots sur ce qu'on fait par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise Covid, qui touche tout le monde. L'Agence universitaire de la francophonie est une organisation qui vient en appui, qui rassemble, qui met en réseau, qui est une force de proposition pour l'ensemble des systèmes éducatifs, universitaires et de recherche dans le monde. Elle est porteuse de la francophonie scientifique. On défend les valeurs de la francophonie scientifique et de la science par la langue française. Nous sommes aujourd'hui considérés comme le premier réseau universitaire au monde, avec 1007 universités ou centres de recherche adhérents, issus de 119 pays. C'est un réseau qui aujourd'hui devient vraiment très, très important. Et ça nous met beaucoup de pression parce que beaucoup de responsabilités un peu partout dans le monde, et notamment pour faciliter les relations nord-sud. Alors, nous faisons beaucoup d'actions dans tous les domaines qui touchent à l'éducation et à l'université, au savoir d'une manière générale. Nous faisons un focus particulier sur tout ce qui est numérique, en sciences de la santé. Je vais vous donner quelques exemples plutôt récents sur les 2-3 dernières années que l'AUF, des projets ou des programmes que l'AUF a pu porter et qui aujourd'hui commencent à donner leurs fruits. Alors d'abord, dans le soutien des réseaux d'experts. Nous avons de plus en plus d'experts aujourd'hui qui sont porteurs d'un certain savoir-faire, comme par exemple le réseau CIDMEF, qui regroupe les doyens des facultés de médecine, plus de 130 facultés dans 40 pays du monde, ou la CIDPharmEF, qui regroupe les doyens des facultés de pharmacie, ou alors encore aussi les CIDCDF, les doyens de fac dentaires. Tous ces réseaux sont des réseaux de propositions, mais à titre d'exemple, ce que fait l'AUF avec la CIDMEF, c'est d'accréditer les facultés de médecine dans le Sud. À titre d'exemple, la faculté de médecine de Marrakech a été accréditée à l'international en 2019 et la faculté de médecine de Tunis en 2020, récemment, il n'y a pas très longtemps, aussi grâce à cette collaboration avec des réseaux portés par l'AUF. Ensuite, bien entendu, c'est tout ce qui est plateforme d'enseignement à distance. Les programmes de formation à distance sont très nombreux. Alors, on peut avoir des programmes avec des universités spécialisées comme l'UNES, qui est l'Université numérique en santé et en sport en France, ou bien c'est de
d'aider d'autres universités à se développer particulièrement. Je donne un exemple, la faculté de médecine en Haïti, avec un gros projet de collaboration pour créer des espaces numériques dans cette faculté où nous sommes très présents. Bien entendu, il y a plusieurs MOOC qui sont créés et portés par l'AUF, des MOOC dans le domaine de la médecine et de la santé publique en général. Nous pouvons, dans le domaine de la pédagogie, aller jusqu'à co-créer des institutions. Au Laos, par exemple, nous avons créé l'Institution de la francophonie pour la médecine tropicale à Vientiane. Et aujourd'hui, ce projet évolue, grandit, et aujourd'hui, on travaille avec le Laos pour la numérisation de cette institution. Dans le domaine de la recherche, nous faisons des travaux avec des grandes structures. Alors, par exemple, la structure québécoise, les fonds de recherche de Québec, qui en fait un appel à projets communs chaque année, notamment pour faciliter l'accès aux soins. Le numérique en fait partie. L'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, en France, où on crée ensemble et on diffuse du contenu numérique, éducatif, divers. On peut aussi soutenir les publications en ligne. Et c'est très important pour la diffusion de la science, donc, comme la revue Santé, qui est la seule revue scientifique francophone aujourd'hui. On organise des événements scientifiques, comme celui d'aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, le dernier important en date a été un grand colloque en 2018 à Bruxelles, où on a mis en valeur l'apport de l'enseignement supérieur et de la recherche à la santé publique. Et depuis lors, déjà, il n'y avait pas encore la crise et on parlait beaucoup sur l'innovation par l'apprentissage en ligne, par les nouveaux outils de développement de la e-santé. Et donc, c'est un sujet qui nous a préoccupés depuis longtemps. Et puis là, on accompagne aussi les pays. Il y a des grands projets structurants. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, au Maroc, avec le ministère de la Santé, on a un programme de formation de 1000 techniciens en radiothérapie. C'est assez lourd à mettre en place de manière hybride. Ou alors avec le ministère de l'Enseignement supérieur, où on soutient la création de l'Institut d'études avancées sur des sujets très pointus, par exemple sur l'impact sur la santé du développement urbain et de la digitalisation de la population. Donc c'est un sujet qui peut aussi nous intéresser lors de nos débats aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, enfin, un exemple aussi pour lequel on est très très fiers, c'est la création de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'AUF a accompagné cette création de A à Z jusqu'à la fin. Et là, dans le cadre de cette création, on est en train de monter un Fab Lab des sciences médicales. Et donc, voilà, je voulais juste vous faire un tour d'horizon pour vous montrer combien l'organisation de l'AUF est en train d'investir beaucoup dans le numérique et les sciences de la santé un peu partout dans le monde. Alors, pour finir, 2 mots sur ce que nous avons pu faire pendant cette crise. Nous avons lancé en fait un plan spécial Covid très très vite. Alors, nous sommes présents physiquement avec des bureaux et des représentations dans une 50aine de pays, donc il fallait mettre déjà le télétravail partout dans le monde dans le cadre de notre réseau. Nous n'étions pas forcément préparés, donc il fallait exploiter les outils qu'on mettait à la disposition de nos adhérents pour nous-mêmes, pour l'organisation. Ça a bien marché. Et nous avons mis en place 4 axes. D'abord, l'information scientifique disponible pour que tout le monde y accède. On a construit une lettre, un bulletin de veille scientifique hebdomadaire où on recense tout ce que font les universités, tout ce que proposent les universités comme solution ou les centres de recherche par rapport à cette crise. Ensuite, le deuxième axe, c'était plutôt la documentation. Nous avons une bibliothèque numérique, nous avons mis à jour les documents, notamment et surtout ceux en relation avec les sciences de la santé pendant cette période. Une bibliothèque numérique en accès libre, gratuite pour tous les adhérents de l'AUF. Et ça a été d'ailleurs un nombre record de consultations par rapport à toutes les documentations dans le domaine des sciences médicales et des sciences de la santé. Le troisième axe, c'était bien entendu la formation. Nous avons ouvert gratuitement, et c'est encore le cas depuis un an maintenant, depuis presque un an, depuis février-mars dernier, depuis le début de la crise. Nous avons ouvert gratuitement les plateformes numériques technologiques très évoluées de l'AUF qui permettent
à notamment les universités du Sud d'exploiter les plateformes pour mettre en ligne leurs cours, pour avoir des plateformes évoluées d'interaction, de cours en ligne avec toutes les options technologiques possibles. Ça a été un succès phénoménal. Aujourd'hui, on a plus de 800 espaces d'enseignement de plus de 40 pays qui utilisent la plateforme AUF partout dans le monde, mais aussi pour les universités du Nord qui donnent des cours, qui développent aussi leurs diplômes dans les pays du Sud. Parce que l'AUF offre cette double structure à la fois numérique, mais en même temps de proximité avec les bureaux locaux dans les régions, dans les pays, où parfois les étudiants ne peuvent pas se déplacer. Et donc les étudiants sont inscrits en ligne pour une université française, canadienne, belge, suisse ou autre. Et en même temps, ils font toutes les démarches administratives dans les bureaux locaux de l'AUF sur place. Pour l'inscription, il n'y a pas de problème de paiement en devise. Pour les examens en présentiel, où ils peuvent aller directement dans les centres numériques équipés. Même pour les étudiants qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet, n'ont pas les moyens d'avoir une bonne connexion avec un haut débit, ils ont un accès libre à ces salles équipées, donc ce qu'on appelle les CNF, les campus numériques francophones de l'AUF, partout dans le monde. Donc ils ont un accès libre pour ces salles. Et cette formation donc à distance, en collaboration, permet ce rapprochement, permet de délivrer des diplômes européens dans tous les pays du monde, et notamment les pays du Sud. Et avec aussi les dernières technologies, nous avons maintenant un système de blockchain qui certifie les diplômes pour qu'il n'y ait pas de falsification. Et donc les diplômes délivrés par les universités, assurés par l'AUF, sont également totalement sécurisés. Enfin, le quatrième et dernier axe, et je finirai avec ça, sur le plan Covid, nous avons lancé un appel à candidature pour les recherches et développement, adressé directement aux étudiants, aux ingénieurs, aux jeunes chercheurs, aux doctorants. On n'est pas passé par les grosses structures cette fois-ci, pour les encourager à en fait, et les aider techniquement et financièrement sur les projets pilotes qu'ils proposaient pour des solutions immédiates, à impact immédiat. On était en plein dans la crise où il fallait trouver des solutions immédiates. À l'époque, rappelez-vous, il n'y avait pas les masques, il n'y avait pas les respirateurs dans certains hôpitaux, les pays n'étaient pas forcément toujours organisés pour le faire, et il y avait des projets pilotes dans les centres de recherche, dans les laboratoires, que personne ne connaissait, mais ils avaient besoin d'un coup de pouce pour pouvoir généraliser, pour pouvoir faire dupliquer leur petite invention et la mettre gratuitement à disposition des hôpitaux. Et donc, ça a été un appel avec un très gros succès, plus de 2000 candidatures issues de 75 pays. C'était énorme. Et donc, nous avons même doublé le fonds à 1 million d'euros. Et ce fonds d'1 million d'euros a permis de financer une centaine de projets de très, très haut niveau, issus de, je crois, une quarantaine de pays. Bref, voilà. Donc, voilà ce que fait l'AUF. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d'être là, de soutenir et d'être partenaire de ce beau projet de l'Observatoire de l'e-santé. Et le sujet du jour est un sujet non seulement d'actualité, mais je pense que intéresse tout le monde. Et on sera très, très heureux d'interagir avec l'ensemble des participants aujourd'hui. Merci encore pour l'invitation et pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Slim Kalbous, donc recteur de l'AUF. Et bonjour et bienvenue à tous donc, dans cette nouvelle édition de l'Observatoire d'e-santé dans les pays du Sud. Édition donc un peu particulière, hein, vous l'avez vu cette année, en raison des conditions sanitaires dans le monde entier, puisque beaucoup d'entre vous qui nous regardez à distance aujourd'hui, qui souhaitiez nous rejoindre à Lavore, près de Toulouse, dans le sud de la France, eh bien, beaucoup n'ont pas pu faire le déplacement malheureusement. Mais vous allez le voir, la technique normalement fait des miracles et on va être réunis, si tout se passe bien, par duplex, tous ensemble, tout au long de la journée. On va retrouver nos différents intervenants, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en Asie, en Afrique, en Europe et même aux États-Unis, car cette conférence annuelle de l'Observatoire de l'e-santé dans les pays du Sud, elle est maintenue et c'est bien là le principal. C'est cela qui nous unit et qui nous donne sens, voir les innovations technologiques et les innovations d'usage en matière de télésanté et constater, on va vraiment le faire tout au long de la journée, les progrès qui sont accomplis année après année, voir aujourd'hui comment ces outils numériques s'avèrent pertinents pour lutter contre les épidémies. Alors, il y a le Covid, bien sûr, puisqu'il est d'actualité, mais il n'y a pas que le Covid. On a aussi la dengue, on a Ebola, on a eu le SRAS. Et les pays du Sud, eh bien, ils n'ont pas attendu le Covid pour développer des outils numériques spécifiques. Avec quels résultats ? Eh bien, c'est ce que nous allons leur demander tout au long de cette journée. Journée, vous l'avez vu, organisée en partenariat avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie.
Et comme chaque année, eh bien, on a la chance d'avoir de nombreux campus qui nous suivent en direct sur Internet. Et on va les saluer parce qu'ils sont nombreux déjà à nous envoyer des messages ce matin, comme celui de Brazzaville au Congo. On est suivi également à l'antenne des Grands Lacs au Burundi. On est suivi à Bangui en République centrafricaine, à Ngaoundéré au Cameroun, à N'Djamena au Tchad. On est suivi aussi à Kinshasa au Congo, comme à Lubumbashi, à Libreville au Gabon, à Yaoundé au Cameroun, à Cotonou au Bénin, Ouagadougou au Burkina Faso, Abidjan en Côte d'Ivoire, à Conakry en Guinée, Bamako comme chaque année au Mali, allez, petit bonjour spécial à Bamako, Nouakchott en Mauritanie, Niamey au Niger, Dakar où on ira cet après-midi en direct au Sénégal, Lomé où on sera en direct également cet après-midi au Togo, Vientiane où on sera en direct au Laos, Ho Chi Minh Ville et Hanoï au Vietnam, Phnom Penh au Cambodge. Vous voyez, ça fait beaucoup du monde qui est uni avec nous autour de cette salle, autour de cet amphithéâtre de la Fondation Pierre Fabre à Lavore, et parmi ces campus, donc celui de Vientiane au Laos, où je vous propose de nous rendre tout de suite. Vientiane, où on doit retrouver avec nous Antoine Blomqvist. Antoine Blomqvist, est-ce que vous nous entendez en direct depuis Vientiane au Laos ? On vous entend très bien. Vous entend, j'espère que l'on vous voit également. Combien de personnes ? D'abord, il est quelle heure et il fait quelle météo à Vientiane en ce moment ? Alors, il va être 15h30 et nous avons un temps de fin de saison des pluies. Il a encore plu un petit peu aujourd'hui. D'accord. Combien de personnes, on va le voir, j'espère, à l'image d'ici quelques secondes. Voilà, on vous retrouve. Combien de personnes sont autour de vous aujourd'hui et qui est venu assister à cette journée ? Est-ce que ce sont des étudiants, des soignants, des personnes plutôt intéressées par les technologies de l'information et de la communication ? Écoutez, nous, ici, on est ravis puisque on n'avait pas assez de chaises, donc on a dû apporter des chaises. On a un peu plus d'une soixantaine de personnes. Nous avons 2 groupes d'étudiants, des étudiantes sages-femmes et des étudiants en médecine. Puis nous avons des chercheurs, des curieux. On a des personnes qui sont venues pour s'intéresser au sujet, qui ne sont ni étudiants ni enseignants. Nous avons d'ailleurs de 8 enseignants de la fac de pharmacie également. C'est formidable de se dire qu'on est suivi dans une trentaine de campus et comme le vôtre, il n'y a pas suffisamment de chaises pour accueillir toutes les personnes qui viennent nous suivre. Pour information, cette émission elle est diffusée en anglais et en français. Bien sûr, les internautes choisissent la langue dans laquelle ils veulent nous écouter. Donc c'est une diffusion vraiment très très large. Je sais que vous allez nous suivre tout au long de cette journée. Antoine, qu'est-ce que vous en attendez finalement, vous et les personnes qui sont venues de cette journée ? Écoutez, je pense que la thématique de l'e-santé, c'est une thématique au Laos qui prend tout son sens. Alors nous, comme vous pouvez voir, contrairement à vous, nous ne sommes pas masqués ici, puisque nous n'avons pas de Covid depuis plus de 2 mois, mais on reste attentif, que ce soit au Covid, que ce soit aux pandémies, et on sait très bien que les solutions e-santé sont des solutions FOGAT qui permettraient, au niveau de pays qui ont des revenus limités comme le Laos, de répondre aux pandémies.